Voilà, alors donc maintenant j'en arrive au compositeur dont j'ai parlé, c'est Corelli. Corelli est un compositeur né, je mets les dates, enfin elles apparaîtront peut-être, on les notera, hein. C'est 1653 sa naissance, donc c'est quelqu'un qui a vécu vraiment dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Je tiens à le préciser, je ne suis pas un fou des dates, mais je pense que c'est important parce que nous allons parler beaucoup, comme nous avons déjà parlé, et nous en parlerons encore très abondamment, de Jean-Sébastien Bach, qui est vraiment un compositeur de la première moitié du XVIIIe. Ça, ce sont ses prédécesseurs, peut-on dire. C'est un Italien ici, évidemment, né en 1653 et mort, il faudrait que je le revérifie d'ailleurs, en 1713. Je revérifierai, hein, on revérifiera. Donc il a connu le tout début du XVIIIe siècle. C'est donc un compositeur qui est contemporain bien qu'éloigné de ça, mais de Louis XIV, tout simplement, qui était né dans les années, fin des années 30, enfin qui était mort en 15, ouais, bon, enfin c'est vraiment la seconde moitié du XVIIe siècle. Il faut situer ces choses-là. Alors, j'avais cité les compositeurs, notamment Cavalli, avant. Maintenant, on arrive à Corelli. Alors, Corelli a écrit beaucoup de sonates qu'on appelle aussi sonates en trio, sonates A3. Lui, sur les partitions, c'est écrit sonate A3. 3, c'est-à-dire deux parties de soprano. Il s'agit ici de deux violons. Violon 1, violon 2 et basse. La basse, c'est le violoncelle ou des instruments de type violoncelle. Peu importe, je ne rentre pas dans ces détails que je maîtrise mal d'ailleurs, parce qu'il y a une diversité d'instruments. Pas tellement les viols. Hein. Les viols sont des instruments très français et très anglais. Il y a toute une culture de la viole en France à cette époque, là, dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Il y a une culture très importante de la viole en Angleterre, qui est d'ailleurs la période plutôt précédente, qui s'est prolongée bien sûr après. Donc voilà, peu importe la basse exactement, j'ai le volume ici de ces sonates, elles sont donc nombreuses. Il y a des sonates pour l'église et des sonates pour la chambre. Sonate d'église, sonate de chambre, d'où l'expression italienne de musique de chambre qui est restée la musique de chambre. Alors, je montre tout simplement, je reviens, c'est simplement pour confirmer mon propos, qu'il soit extrêmement clair, et pour montrer surtout, c'est ça mon but dans cette unité, dans ce chapitre, montrer la très grande importance de cet enchaînement. Alors, la sonate, c'est les sonates, il écrit les sonates par 12. Il y a 12 sonates. Opus 1, ce sont des sonates d'église. Après, les sonates qui suivront seront des sonates de chambre, et puis de nouveau des sonates d'église. Donc il y en a 12, ce qui est quand même très important. Là, c'est la troisième, elle est en La majeur. Je ne l'écris pas, je le dis simplement oralement. Troisième sonate en La majeur de l'opus 1 de Corelli. Oui, je fais aussi un petit complément, pardon, je suis un peu désordonné dans mon propos, mais à propos de la sonate A3, en fait, on n'était pas 3, on était 4 hein, quand on l'a joué. Hein, mais ça s'appelle sonate A3 parce que sur la partition, il y a vraiment 3 parties. Je devrais d'ailleurs écrire. Là, j'ai simplifié la présentation pour présenter sur 2 portées. Mais évidemment, c'est sur 3 portées. Donc il y a violon 1, violon 2, les 2 portées en clé de sol, et la partie de basse. Donc là, je mets les 2 silences, les deux demi-pauses. Ici, il va y avoir une planche. Bon, je reviens à ce que je disais. Bon, c'est donc une sonate à 3 dans la mesure où il y a bien 3 portées. Je redis, premier violon, deuxième violon, basse. Mais la basse était jouée donc par l'instrument grave, le violoncelle, mais aussi par le clavecin. Et donc ça, c'est joué, cette ligne-là était toujours jouée systématiquement, la fameuse basse continue, basse chiffrée, était jouée donc par le violoncelle et par la main gauche du claveciniste ou de l'organiste, ce qui revient un petit peu au même, hein, l'instrument à clavier. À l'église, c'était l'orgue, évidemment, et dans la musique dite de chambre, dans la sonate de chambre, c'était le clavecin. Mais ça, c'est bien la main gauche du clavier, et la main droite réalisait, on appelle ça donc réaliser, je l'ai déjà beaucoup dit, c'est ce que nous faisons quand nous faisons les exercices d'harmonie, nous réalisons. Là, il y avait la réalisation directement faite, improvisée, par rapport au chiffrage avec la main droite. Ces sonates sont donc toujours chiffrées. Autre petite chose, je signale qu'elle est en La majeur, elle est en 3 mouvements, comme toutes ces sonates sont en 3 mouvements, 2 mouvements vifs qui encadrent un mouvement lent. Ça sera la forme d'ailleurs du concerto, nous le savons bien. Ici, le mouvement lent,
est dans une autre tonalité. Je le resignale ici, on l'a déjà dit, ça sera le destin de tous les mouvements lents dans toutes les œuvres que seront les symphonies, les sonates, les concertos au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. Si on prend une symphonie de Beethoven, on a bien 4 mouvements, pas 3, c'est pas ça que je veux dire, mais le mouvement lent est dans une tonalité distincte, différente, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, différente des autres mouvements. Ici, c'est confirmé, mais il y a une petite particularité, je tiens à le signaler, c'est encore une période où ces formes apparaissent, sont encore en devenir, ceci dit, elles ont toujours été en devenir, hein, mais enfin, les formes ont été, il y a eu un moment de fixation des formes au début du XIXe siècle, elles ont tout de suite après poursuivi leur évolution, hein. Les formes n'ont jamais été des choses figées, mais il y a eu un moment d'équilibre. À l'époque, Mozart, Haydn, la symphonie avait une physionomie bien particulière avec ces 4 mouvements. Là, il y a une petite ambiguïté toujours, c'est-à-dire que le mouvement lent n'est pas dans la même tonalité, on est en La majeur, ici on est en Fa dièse mineur. Mais, c'est un petit peu amusant, le mouvement, qui est assez court, hein, il tient sur une petite page, hein, il tient sur une page, disons, finit en La majeur. Donc il retrouve, à l'occasion des modulations, il retrouve la tonalité de l'œuvre générale. Donc il ne reste pas strictement en Fa dièse mineur. Mais toujours est-il qu'il commence en Fa dièse mineur. Voilà, je fais remarquer ici une relative originalité, enfin c'est pas original, mais disons une petite différence par rapport à ce que j'ai montré, c'est que le motif, enfin le motif c'est pas un motif, mais la basse, eh bien, j'écris pas parce que je ne vais pas rajouter, eh bien Fa, ici Fa, Mi, Ré, Do. Ici, il n'y a pas de chromatisme. Le modèle que j'ai montré, il faudrait, pour le ramener au modèle que j'ai montré précédemment, il faudrait enlever ça. J'aurais donc, je vais quand même le souligner pour bien montrer ce que je vais dire, on aurait donc ça, l'accord de tonique, accord de Fa dièse mineur, donc chiffré 5, puis cette tonique se transforme en sixte, donc il s'agit d'un accord de Ré majeur, donc là c'est bien un accord de Fa dièse mineur, accord de tonique, ici accord de Ré majeur, donc accord du 6e degré, et puis on descend sur l'accord de Do dièse mineur, donc un accord de dominante, je n'y reviens pas, nous en avons déjà beaucoup parlé, la dominante mineure qui ne fait que passer, parce que la vraie dominante est ici en position cadentielle, elle est majeure. Voilà la vraie dominante majeure. Et ça, c'est une dominante de passage en mineur, et c'est donc, je le redis, une manière d'harmoniser la note du mineur mélodique descendant. Et puis ici, l'harmonie du 4e degré, il s'agit d'un accord de Si mineur, on est bien d'accord. Donc, ce que j'avais montré, jusqu'à maintenant, je le redis, c'est une occasion pour moi de le réaffirmer, c'est bien ce que j'ai souligné, c'est-à-dire Fa chiffré 5, Fa chiffré 6, Mi bécard. On précise bien bécard ici, alors qu'il n'y a aucun Mi qui a été dièse. Si, bien sûr, il y a un Mi qui a été dièse ici. Ça, c'est la vraie dominante majeure. Ici, c'est la dominante mineure, pardon. Mi bécard, etc. Ce que je veux montrer, c'est qu'il n'y a pas de chromatisme et qu'on est tout à fait dans le modèle que j'avais déjà montré. La seule différence, c'est qu'ici, il y a un accord intercalé qui est l'accord de dominante. Donc, on a bien ça. On est à 3 temps. Il y a une coutume à l'époque encore qui vient de la période précédente d'écrire, c'est pas son cas, parce que quand il écrit des mouvements rapides, il prend la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, la noire comme battue. Or, ici, la battue est à la blanche. Hein. Je devrais écrire 3-2, mesure à 3 temps. Mais donc, c'est un adagio. N'oublions pas que le terme adagio, à cette époque-là, n'est pas un terme de lenteur particulière. Ça signifie jouer, le adagio en italien signifie à l'aise, être à l'aise. À l'aise, ça veut dire prendre son temps. C'est-à-dire que ça n'est pas un mouvement rapide. Mais ça ne veut rien dire d'autre que prendre son temps, être à l'aise. J'ai vu un jour en Italie un panneau de signalisation où on invitait les conducteurs à ne pas conduire trop vite. Il y avait écrit Adagio per favore. Pas trop vite, s'il vous plaît. Donc c'est bien ce que ça veut dire. Alors le terme adagio par la suite, notamment, si j'ose dire, par la faute, c'est pas la faute, c'est tout à son honneur, mais enfin, c'est Beethoven qui lui a donné des lettres de noblesse. L'adagio est devenu lent chez Beethoven, et des fois,
il a été joué même presque trop lent. Mais enfin, voilà, c'est devenu un vrai mouvement lent avec l'adagio beethovenien. Mais l'adagio classique de l'époque, en tout cas fin 17e, n'était pas un mouvement très rapide. Je reviens sur l'idée des trois temps. On entend bien, donc ça j'y tiens, je le fais remarquer, parce que cet élément-là est souvent à trois temps. Ce sera le cas chez Purcell, dont je parlerai. On a bien ça. Voilà, brève, longue. Peut-être que je le fais un peu rapide, ce serait tam, tam, voilà. Je pense que ce serait ce genre de tempo. Hein. Donc on entend bien ces basses. Je joue une fois la basse en fa dièse mineur mélodique descendant, c'est-à-dire fa, mi, ré. Et lui écrit donc. Quelque chose, il n'y a absolument pas de point d'orgue puisque la musique continue, donc il ne faut pas s'apesantir, mais c'est un peu comme s'il y en avait un, donc on a vraiment une phrase cohérente. Alors j'écris tout simplement, et je ne vais pas trop en parler, hein, j'ai simplement l'envie de le montrer pour que tout le monde se comprenne bien l'importance de cet enchaînement. J'écris son soprano, son premier violon. Le voilà, do, do, ré, do. En fait, ce premier violon, les notes du premier ne font que réaliser le chiffre, l'intervalle exact de ça. Je vérifie, évidemment, c'est ça. Do, si, do. Par contre, ici, c'est très important de voir qu'on remonte. Hein. Cette octave est très importante. Cette octave est vraiment très très importante. Donc la sixte, comme je l'ai déjà montré, y compris en harmonie à quatre voix quand nous avons travaillé les exercices, cette sixte a une vocation, si je peux dire, à s'ouvrir sur l'octave de dominante. Voilà. Donc j'ai ça, c'est bien la quinte, c'est bien la sixte, le do est bien la quinte, le do est bien la sixte, et puis j'ai cette sixte qui monte sur l'autre sixte, donc fa, ré, mi, do, ré, si, ouverture sur octave. Et j'ai le deuxième violon qui suit tranquillement ici les accords tels que nous les avons vus. Voilà. Et j'arrive ici sur le mi dièse, la dominante. On se souvient de ça, hein, que ici, cet accord arrive sur l'accord de dominante avec la sensible ici. Bon, je ne vais pas faire beaucoup de développement, je vais montrer quelques exemples de chorélie, simplement pour confirmer ça, parce que ça va me servir de base pendant tout ce chapitre, à montrer l'évolution de cette... Enfin, l'évolution, par certains côtés, sa non-évolution, sa fixité dans l'histoire, puisque chez Chopin, dans le prélude en ut mineur, on aura finalement quelque chose qui est extrêmement proche de ça, avec évidemment une écriture plus pianistique. Voilà, donc sa fixation, mais par contre son évolution chez Schubert et Wagner. Donc ça m'intéresse, mais c'est pour montrer cette continuité. Alors, je vais le jouer, voilà, enfin, c'est très évident. Autre petite remarque, bon, qui n'est pas très intéressante, mais je la fais puisque je l'avais déjà faite. J'ai changé quelque chose dans ce texte, dans la manière de l'écrire par rapport à la partition. C'est que Corelli a écrit 2 dièses au lieu de 3. Et à chaque fois, il écrit le troisième dièse, qui est le sol dièse, il écrit en forme d'altération accidentelle, ici et ici. Et il écrit... Je l'écris ici, mais je n'ai pas besoin puisque moi j'ai bien mis mes 3 dièses. Et il écrit par exemple ici ça. 6 pour le Do et dièse pour bien montrer que la tierce, le sol, est dièse. Donc il réécrira le dièse ici parce que le dièse manque ici. Je le dis quand même parce que j'ai modifié pour écrire plus, entre guillemets, plus moderne, c'est-à-dire comme on écrit aujourd'hui, Fa dièse mineur, La majeur et le relatif mineur, Fa dièse mineur sont bien écrits avec 3 dièses. Et c'est une vraie réalité puisqu'il l'écrit lui aussi, mais il écrit sous forme d'altération accidentelle. Voilà, simplement je le dis, qu'on ne soit pas étonné après, que les étudiants ne soient pas étonnés quand ils ouvrent des partitions, y compris chez Bach, où il manque un dièse ou un bémol. C'était extrêmement courant. Donc, voilà, je joue les 3 parties. Je vais le détailler pour l'oreille. Voilà l'accord de tonique. Fa, La, Do. Fa, La. Donc j'ai les 2 voix qui descendent, les 2 voix inférieures qui deviennent Mi, Sol. Puis cette sixte monte sur la sixte du 6e degré. Puis descente, et arrivée. Alors je le joue correctement, on est à 3 temps, donc on entend bien. On a bien
bien compris, je vais peut-être le dire sur cette partition, que le chromatisme consisterait à écrire mi dièse puis mi bécard, ré dièse puis ré bécard. Voilà. Je ne le fais pas, puisqu'on verra ça dans les autres exemples. Voilà. Voilà, alors je donne un deuxième exemple au risque d'être un petit peu lourd. Je ne pense pas trop l'être, mais c'est un exemple qui ne fait que redire la même chose. Mais j'aime bien le montrer, j'aime bien un peu insister. Donc je suis ici en présence de la sonate de Corelli, toujours faisant partie du même opus, l'opus 1, composé de 12 sonates d'église. Il s'agit ici de la 6e, qui est en si mineur. Alors, petite remarque intéressante sur la tonalité ici, c'est que le mouvement lent est dans la même tonalité, comme quoi c'est un peu ça infirme la règle que j'avais énoncée, que le mouvement lent est dans une tonalité différente. Le premier mouvement est en si mineur, et le deuxième mouvement est aussi en si mineur, avant un troisième mouvement qui sera bien sûr en si mineur, et qui termine la sonate en si mineur. Alors, j'ai donné ici un extrait un peu plus long. On voit ici l'écriture en noir, c'est-à-dire 3 noirs par mesure. C'est exactement la même chose que l'exemple que j'avais montré qui était écrit en blanche. La blanche est exactement la même valeur que ici, la noire. Voilà. Je me retrouve, je vais écrire le chiffrage au fur et à mesure. Donc j'ai bien un accord à l'état fondamental chiffré 5. En général, là c'est le cas sur la partition, je l'écris un peu plus gros parce qu'on ne doit pas bien voir. C'est 5, mais Corelli ne l'écrit pas ici. C'est évident que c'est 5. En général, les 5 ne sont pas écrits. Ici, j'ai une sixte, je me retrouve sur la corde dominante, et c'est donc exactement le même modèle que ce que j'avais montré précédemment. Ici, j'ai de nouveau 5. Alors, si j'ose dire, ah oui, c'est quand même un petit peu différent, parce que j'avais 6. Tout à l'heure, dans l'enchaînement précédent, j'avais l'enchaînement de cet accord à cet accord. Tandis que là, il revient à la tonique, c'est un petit peu différent, et du coup, je peux dire je suis content, enfin je plaisante évidemment, je me trouve exactement ici, dans l'enchaînement exact que j'ai montré, c'est-à-dire accord de tonique. L'accord de tonique se transforme en sixte, s'enchaîne à une deuxième sixte, puis à une troisième sixte, pour arriver sur un accord de dominante à l'état fondamental. Voilà. Donc mon exemple ici s'arrête ici. Je ne le redétaille pas, je crois que c'est très évident. Ici, il faut bien écrire bécard, hein, on est bien d'accord. Il n'y a pas de chromatisme, c'est l'harmonisation du mineur mélodique descendant, de la tonique à la dominante. J'ai bien si, la, sol, fa, fa dièse évidemment. Voilà, et j'ai bien ici les accords de sixte, on les voit bien. Si, ré, sol, la, do, fa, sol, si, mi. J'ai bien ça, avec un écart d'octave ici, enfin de dixième, peu importe. Donc j'ai bien le si, ré, sol, on entend bien la sixte, si, ré, sol, puis la sixte, la, do, fa, puis la sixte, la troisième, sol, si, mi, et l'arrivée sur la dominante, avec la sensible à l'alto, pourrait-on dire. Je dis pourrait-on dire parce que ce n'est pas un alto, on peut le nommer alto en disant soprano-alto, mais en fait ce sont deux sopranos. Hein. Voilà, mais chose remarquable aussi, j'en profite, c'est pas le sujet, mais c'est très intéressant de le noter ici, c'est qu'on voit bien cette descente avec d'abord ce petit enchaînement tonique, dominante, tonique. La descente est amorcée ici. Je parcours le mélodique descendant, ce qu'on appelle nous à notre époque et depuis le 19e siècle le mineur mélodique descendant de si à fa. Et là, il remonte, c'est très intéressant de voir une descente, puis une montée, qui est le mineur mélodique ascendant. Fa dièse, sol dièse, la dièse si. Je joue le mineur mélodique descendant, si, la, sol, fa dièse, puis fa dièse, sol dièse, la dièse, si. Voilà, c'est très important. Et j'en profite, parce que ça nous en avons parlé, notamment dans les exercices que j'ai proposés dans le 3e chapitre, donc j'invite tout le monde à faire très attention et à reconnaître, j'avais déjà proposé l'harmonisation, je ne sais plus quel est le numéro de l'unité, mais peu importe, dans un exercice qui était en Ré majeur, je m'en souviens très bien, avec une belle sixte augmentée allemande au début, voilà, donc chacun retrouvera. J'avais proposé l'harmonisation du mineur mélodique ascendant, et j'avais proposé ici, je le mets entre parenthèses parce que ça n'est pas le cas chez Corelli, l'écriture des 2, 6, 5 barrés consécutifs. C'est-à-dire que ça serait une sensible et encore une sensible. Ça, c'est une vraie sensible, c'est la sensible
de si mineur, mais ça se comporte un peu comme si c'était la sensible de la. Bon, je me fais comprendre, donc deux sensibles consécutives. Là, il ne s'agit pas vraiment d'une sensible. Corelli écrit sixte, sixte, deux sixtes consécutives. Alors attention, je retrouve, j'en profite pour le dire, je retrouve ici non pas la sixte pure et simple, mais le chiffrage 7-6. C'est-à-dire que la sixte, je la vois bien, c'est bien sol dièse si mi, mais avec le fa dièse qui, si j'ose dire, traîne, c'est-à-dire retarde, provoque donc un retard 7 septième sixte. Ces deux chiffres représentent bien les deux intervalles, les deux notes précisément, fa, mi. Et puis ici, je me retrouve, alors là, j'invite tout le monde à bien l'observer, je me retrouve précisément sur ce temps-là, sur le troisième temps, avec l'accord très bref, c'est vrai, très bref, mais il faut quand même le voir, la dièse, do dièse, mi. C'est-à-dire l'accord non pas 6-5 barrés, dans 6-5 barrés, j'ai et 6 et 5 barrés. Je peux très bien avoir 6 tout seul, mais je peux aussi avoir ce qui est plus rare pour nous en écriture, je le propose moins, je l'ai moins proposé, mais j'ai bien ici, à cet endroit précis, la quinte diminuée toute seule. J'ai bien la dièse, do dièse, mi. Et puis, ce mi va sur le do, donc je n'ai plus qu'une tierce. Alors, je ne sais même pas comment il a chiffré ça. Ah ben, il a chiffré 5 tout court. À l'époque, il ne barrait pas forcément les 5. On les barrait, attention, je n'ai pas dit qu'on ne les barrait pas, mais des fois, le 5 apparaît tout seul. Le claveciniste ou l'organiste comprend très bien que la quinte est diminuée. On ne va pas jouer à mi dièse ici, c'est une aberration totale. Voilà. Et j'arrive ici sur un accord à l'état fondamental complet, avec tierce soprano, si, fa dièse, ré. Voilà, je parle beaucoup, je sors un petit peu du cadre, mais je ne pense pas vraiment sortir du cadre, parce que ici on voit bien l'harmonisation du mineur mélodique ascendant et l'harmonisation du mineur mélodique ascendant. Je joue cette basse. Je joue la basse, qu'on écoute bien, donc ça fait bien. Puis. Il est très intéressant de remarquer que ici, la voix du dessous, hein, je ne veux pas l'appeler alto, appelons-la alto par commodité, est sur le do. Le do a vocation à chanter le si après, mais, je l'ai déjà dit, donc je le fais remarquer, on en a un très bel exemple ici. C'est comme le ré quand je suis en ut. Le ré, le deuxième degré de la gamme d'ut, je fais la parenthèse en ut, attention, je ne parle plus de si mineur, je parle d'ut majeur. Ré dans les enchaînements dominantes toniques, le Ré fait partie de l'accord de dominante, le Ré a vocation, si je peux dire, mélodiquement, à monter sur Mi ou à descendre sur Ré. On sait très bien que dans la cadence parfaite, le Ré monte sur Mi, ou descend sur Do dans la cadence B, la fameuse cadence B, et que dans la cadence imparfaite, quand le Sol grave descend sur le Mi, le Ré descend sur le Do. Donc je redis simplement ça, le Ré, le deuxième degré de la gamme, tout naturellement monte sur le troisième degré ou descend sur la tonique. Mais dans certains cas, il abandonne ce que j'avais déjà qualifié de son intérêt mélodique propre pour servir la collectivité harmonique. C'est ce qu'il fait ici. On voit bien que le Do, le voilà d'ailleurs le Do, ce Do joue bien son rôle de monter sur le Ré, celui-ci descendrait volontiers sur le Si. Eh bien non, il ne le fait pas, il descend sur le Fa, car le Fa manquerait. Voilà. Et on a bien ça, et j'invite tout le monde à remarquer, ça peut paraître un détail, mais le travail de l'écriture est fait de détails. Je le redis, je l'ai déjà dit, je le répète. Le travail de l'écriture est fait de l'observation minutieuse des détails. Sinon, on ne maîtrise pas l'écriture. On écrit globalement, et c'est pas bien. Voilà. Voilà un deuxième exemple, qui est donc très proche, presque identique au premier, mais il y a cet aspect-là que je tenais à montrer. Alors voilà ici un troisième exemple. Donc il y a une petite progression dans mes exemples. Mes deux premiers exemples étaient diatoniques. Ici, on voit le chromatisme. Alors il s'agit, je donne toujours la référence quand même, il s'agit toujours de l'opus 1 des sonates d'église de Corelli, et ça c'est la deuxième. La deuxième étant mi mineur,
Et c'est une sonate qui commence par une introduction lente écrite grave, grave d'ailleurs, j'en profite pour le dire. Grave est vraiment un mouvement lent, un mouvement très lent, et c'est peut-être même le mouvement le plus lent, parce qu'il y a un mouvement vraiment lent, adagio n'étant donc pas vraiment lent. On a le mouvement largo, qui lui est lent, et on a grave qui est particulièrement le grave introductif, les fameuses introductions lentes et très lentes qu'on trouve chez Beethoven, par exemple la sonate pathétique en ut mineur commence par une introduction lente écrite grave. Il s'agit donc après le grave introductif, alors je dis on est en mi mineur, ce qui n'est pas le cas ici d'ailleurs. D'ailleurs j'ai fait une petite erreur, bon peu importe, hein, je la corrigerai, voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Une erreur à l'envers, c'est-à-dire que j'ai été... voilà. J'expliquerai tout de suite pourquoi. Donc on est dans le vivace, c'est-à-dire qu'il y a grave et puis le mouvement commence après l'introduction, mouvement rapide. On est en mi mineur. Il se trouve que le passage est en si mineur et j'ai fait cette petite erreur en le recopiant de l'écrire directement en si mineur. Normalement il ne l'est pas. Bon, c'est pas grave. J'ai mis 2 dièses à la clé, il n'y en a qu'un et le do est écrit dièse accidentel. Pour une fois j'ai fait le contraire, moi qui fais plutôt dans ce sens-là, j'ai mis les dièses à la clé. Donc qu'on sache bien que c'est du mi mineur et que le do dièse est accidentel. Ici par exemple, ici do dièse. Voilà, ici do dièse. Il n'y en a qu'un à la clé, on est en mi mineur. Peu importe, j'ai donc écrit directement en si mineur. Alors voilà, ici, on retrouve ce que je montre. Je le montre encore une fois. On retrouve cette progression de si tonique à fa dominante. Si, fa. Et j'ai 2 la et j'ai 2 sol. La dièse puis la bécard. Sol dièse, puis sol bécard. Un seul si, un seul fa. Un seul point de départ, un seul point d'arrivée, et les 2 notes intermédiaires sont doubles. Donc on est bien d'accord qu'on a si, qu'on va vers fa, et qu'on passe par si, puis la dièse, la vraie sensible, abaissée en la bécard, le 6e degré haut, le 6e degré bas, et le fa dièse. On arrive ici. Et à partir de là, il descend vers d'ailleurs mi mineur, puisque ré dièse ici réintroduit mi mineur. Je voulais faire une autre petite remarque, c'est que généralement on entend bien si, puis la dièse, la bécard, sol dièse, sol bécard, fa. Généralement, enfin ce que je dis est très général, mais quand même, c'est-à-dire qu'on retrouve du point de vue de la mesure, du point de vue métrique, la dièse, la bécard dans le même moule, si j'ose dire. Or là, on les trouve coupés par la part. C'est pas grave, hein, je veux dire par là, c'est un peu comme si la mesure était à 2 temps. Hein. Il y a le si, le la, bé dièse, le la, bécard, etc. C'est un peu comme s'il y avait des barres ici. Hein. Parce que généralement, ce que je veux dire, ce serait plutôt faible ça que fort. Mais là, ça n'est pas spécialement fort. C'est chaque étape a la même valeur. C'est ça que je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est d'un point de vue métrique que je parle, du point de vue de la mesure. Alors, ce que je voulais dire, c'est que dans cet exemple, on trouve le chromatisme, d'une part, qu'on ne trouvait pas dans les 2 exemples précédents, et on trouve aussi le fameux 7-6. C'est-à-dire que voilà, ici, on le voit bien, je vais l'écrire peut-être en rouge qu'on voit bien, on voit l'accord de sixte, je l'écris ici, l'accord de sixte est bien la dièse, do dièse, fa dièse. Le voilà l'accord de sixte. Je ne vais pas trop gribouiller après, je ne vais pas le faire sur l'autre, sinon on ne va plus rien comprendre. Mais j'ai bien sol, fa, non pas fa, mais sol, fa, donc 7, 6. Ça sera pareil ici, sans gribouillage. Sol dièse, si, mi, donc fa, mi, donc j'ai 7, 6. On retrouve bien ce que j'avais déjà montré. Voilà, ici c'est un petit peu différent, peu importe. C'est la 7e de dominante, enfin c'est la même chose, c'est une 7e, peu importe, je ne l'écris pas. Voilà. Et on va trouver, alors ça c'est aussi intéressant, je le montre, c'est très simple ici, c'est quelque chose de très simple, il n'y a pas de quoi en faire des grands discours, mais simplement la note importante, la note de l'harmonie est bien ici le ré, puis le do. Donc le do, puis le si, puis le la, qui va sur si, la dièse si. Bon, et bien simplement, je trouve une petite ornementation
qu'on va trouver, qui va beaucoup se développer. Je montrerai les exemples chez les Anglais, chez John Blow, j'avais déjà annoncé, je crois, je ne sais pas, je montrerai un certain John Blow. Je dis un certain, c'est vrai qu'il n'est pas extrêmement pratiqué en France, c'est un très grand musicien, hein, John Blow, du XVIIe siècle, et puis Purcell. Donc on va trouver beaucoup de variantes mélodiques, mais l'essentiel est toujours le même. Si, ré, fa. Le fa manque, il est attrapé par la mélodie ici. Il est différé, hein, voilà. Ici, l'harmonie est complète. Alors attention, on écrit bien, ça ressemble à des petits chapeaux, on écrit bien au-dessus de la portée le silence de la voix supérieure, du premier violon. C'est donc une demi-pause, l'équivalent de la blanche. Hein. Donc j'ai bien une blanche, noire, noire, on est bien à 4 temps. Qu'est-ce que je voulais dire, je ne sais plus. Oui, on a bien cette écriture complète à chaque fois. Je vais le jouer. Oui, j'étais en train de parler, pardon. J'étais en train de parler de la petite formule mélodique. Je vais la jouer toute seule. La voilà. Voilà la basse. Et alors, ce qui est le deuxième violon, ce qu'on pourrait appeler le deuxième soprano, la voix du milieu. Encore une fois, qu'est-ce que je voulais montrer? Oui, je voulais simplement montrer les tierces. Ce sont des tierces. C'est si, ré, la dièse, do dièse. Voilà. Et donc avec ce qu'on pourrait appeler une ornementation. Tierce seul avec la voix supérieure. Donc Ré au moment où c'est le Do, la voix supérieure qui chante Sol, Sol Fa. Donc je le fais entendre. Voilà, j'ai changé des petites choses à la fin pour que ça coïncide. Et donc quand on joue les trois voix, on entend bien la petite ornementation de la voix du milieu. Et là, on a modulé à mi mineur. Voilà. Bon, je crois avoir été assez clair. Donc, je répète, ce qu'on trouve ici, c'est le chromatisme. On retrouve donc ce modèle, le chromatisme et le 7-6, qui est à la partie supérieure. Voilà. Voilà, je vais continuer ensuite. Je vais faire juste une petite pause pour effacer le tableau. Je vais montrer ça. Alors ça, j'en profite pour le dire tout de suite, sans trop en parler. J'en parlerai quand je l'aurai réécrit. On retrouve la même chose, exactement la même chose. Si, la dièse, la bécard, donc mi, ré, dièse, ré, bécard, on est dans le ton principal, on est bien en mi mineur. Je vais le montrer quand même parce qu'il y a un petit détail qui m'intéresse. Voilà donc la deuxième phrase, enfin la phrase qui suit, qui était complètement enchaînée à la précédente. J'ai pris soin ici en recopiant d'enlever les deux dièses, donc j'en ai plus qu'un, attention, c'est bien le même texte, c'est la suite. Et je ne vais pas faire trop de commentaires, on voit bien la même chose. On est cette fois-ci en mi mineur, c'est-à-dire dans le ton principal, on est sur tonique ici. Voilà la tonique, et voilà descendre vers la dominante. Voilà les deux ré, voilà les deux do. Ré dièse, ré bécard, do dièse, do bécard. Voilà les 7-6, j'écris le chiffrage comme ça. Voilà la tierce ici, je remonte quand même rapidement. Mi, sol, ré, fa. Ré, fa, do, mi, si, ré. Et puis on voit là-haut la sixte, la sixte, la sixte, ça peu importe, c'est dans une carte sixte, peu importe, je ne l'écris pas parce que ça rentre dans un cadre un peu différent, c'est bien une sixte, mais c'est autre chose. Mais voilà les sixtes qui nous intéressent. Et en fait, ah oui, je vais peut-être dire une petite chose que je n'ai pas dit. Donc on a bien 7-6, on a bien 7-6, et on a bien, bon, peu importe ici, celle-ci aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on est bien d'accord, j'ai presque honte de le dire. Je
pas honte, mais enfin bon, je redis une chose évidente, un accord de sixte, c'est bien une basse avec une tierce et une sixte, hein, on est bien d'accord. On a bien la tierce, la sixte, la tierce, la sixte, etc. Alors oui, ce que je voulais dire, c'est simplement que j'ai ici un accord de quinte sous-entendu, puisqu'il n'y a pas d'accord vraiment, j'ai la tierce puis la quinte, mais c'est comme si, il n'y a pas, c'est comme si la quinte était écrite ici, le si, et que le si devenait une sixte, et que cette sixte, en traînant, en retardant, provoquait une septième. Et on est bien d'accord que c'est comme s'il y avait eu un do dièse, c'est bien l'enchaînement 5, puis 6, puis une deuxième et une troisième. Voilà, d'accord, mais je me suis fait comprendre, j'espère. Je l'enlève parce que ce n'est pas le cas. Hein. C'est pas le cas, mais c'est comme si. La notion, j'aime bien dire le comme si. Hein. C'est souvent comme si c'était quand ça n'est pas, mais il faut comprendre, parce que des fois, certains étudiants disent oui, mais ça y est pas. Oui, mais c'est comme si ça y était, c'est exactement la même chose. Ça participe du même principe. Hein. Alors, est-ce que je le joue? Je ne vais peut-être pas trop le jouer, je ne vais pas m'insister, je vais le faire une fois. Mais bon. Alors, on voit bien ici qu'on arrive sur la dominante. Et là, il refait un saut d'octave du si grave vers le si aigu pour réamorcer une descente complète de si à si. Et là, on a vraiment un repos sur dominante. J'ai envie de mettre un point d'orgue. C'est un repos sur dominante, chiffré dièse. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir d'ici, je le montre ici, dans cette formule finale, il aurait pu se contenter de l'arrivée sur dominante ici. Eh bien non, il le refait une deuxième fois. Bon, c'est une musique assez volubile. Le violon, est, si j'ose dire, il est content de chanter, chanter beaucoup. Ça file, c'est une musique qui est très fluide. Donc c'est à la fois rajouté et pas rajouté, c'est très naturel. Mais c'est qu'on revoit ici, encore une fois, le même principe, sous forme, après ces deux extraits chromatiques, encore une fois, j'ai dit encore une fois, c'est-à-dire pour la énième fois, encore une fois, cette descente de mi à si, et cette fois-ci, le mineur mélodique descendant, mi, ré, do, si, et les fameuses sixtes. Ici, il commence par une sixte, c'est-à-dire que là, ça aurait été un accord de mi mineur, mais déjà, on est sur l'accord de do majeur, sous-entendu, puisqu'il manque le sol. Mi, sol, do, il manque le sol, mais tout de suite, la voix apparaît. C'est comme si, je redis, c'est comme s'il y avait eu un sol qui va sur le fa dièse, donc c'est 3, 6, c'est-à-dire 7, 6 encore une fois, puis 3, 7, 6, 7, 6, et puis ici, l'accord qui tombe sur le temps, le vrai accord d'arrivée, l'accord de dominante, donc ce qu'on appellera après la demi-cadence, le repos sur dominante, en bonne et due forme, sans retard, sans appoggiature. Bon. Je vais simplement le rejouer un tout petit peu. Je fais entendre le mi. Je vais le lire sur le texte là parce que j'avais plus les notes. Voilà. Ici, j'ai bien. Do dièse, do bécard, si. Puis le saut d'octave. Et ce mi de nouveau mi. Voilà, donc j'ai bien le deuxième violon qui chante. Alors ce deuxième violon, pardon, je le refais, je suis désolé de cette erreur énorme. J'en parlerai d'ailleurs. 7, 6 en haut. Pardon. Et puis. Voilà, oui, j'ai joué par erreur parce que tout à l'heure c'est un peu confusant. J'avais écrit do 2 dièse à la clé, donc j'ai joué un do dièse. C'est bien un do bécard, qui fait que, on le sait, je l'avais déjà signalé, je le signale encore ici, on sait que la première des septièmes dans le groupe 7-6, c'est une septième diminuée. Le do est bien bécard, attention, j'ai joué un do dièse pensant, bon, peu importe, c'est pas grave, je pense qu'on m'aura bien suivi. Voilà, c'est tout pour ce Chorélie. Il y en aurait beaucoup, ce volume
des sonates, ce volume des sonates en trio pour deux violons, enfin deux dessus et basses, on disait aussi en France, deux dessus et basses, en contient beaucoup. Voilà, par exemple, je tourne, j'en vois une ici. Ici, est en mi bémol majeur, il module en sol mineur à un moment. Et voilà, on retrouve ça, peu importe. Alors, je ne vais pas dire maintenant qu'il n'y a que ça, hein, loin de moi cette idée, mais c'est pour montrer à quel point cet enchaînement est présent et qu'il faut le connaître. Et qu'il faut savoir reconnaître le chromatisme placé à cet endroit précis. Attention, je n'ai pas dit que le chromatisme n'existait que là. Je sais bien que le chromatisme, on va le trouver en différents endroits, et puis des éléments chromatiques se trouvent dans la musique, nous le savons très bien. Parce qu'une fois, on m'avait fait la remarque, un de mes élèves avait dit, enfin, je parle de ça, c'était pas très intéressant, on m'avait fait une remarque auprès de quelqu'un, peu importe, que le chromatisme était dans le tétracorde en mineur. Voilà. La personne avait dit non, pas du tout, le chromatisme est partout. Ben oui, je sais, il est partout, en effet, je le sais. Mais il est particulièrement, il faut le reconnaître là. Il semblerait que ça ait échappé à certains. Donc j'aimerais le signaler parce que ça permet de comprendre aussi l'évolution après, notamment chez Wagner. J'en parlerai en toute fin de ce chapitre. Voilà.